Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque à une légende british des 60s. C'est le symbole absolu du luxe britannique. La Bentley S3 Continental. Aujourd'hui, dans le container, un petit joyau de la couronne. Un petit joyau de la couronne. Le propriétaire de ce trésor de l'automobile outre-Manche a confié à François Alain la mission suivante, rendre fonctionnelle cette Bentley dans 3 mois. Elle doit servir pour un mariage. Donc évidemment, vous vous en doutez, si la voiture est prête la semaine d'après, c'est beaucoup moins drôle. Pour rénover et remettre en route cette Bentley, François peut compter sur son pool d'experts, les cadors français de la restauration des véhicules de collection. 24. 24 23. 24, 23. Mais le problème, c'est que cette voiture d'exception a son cœur mécanique qui est en surchauffe complète. Eh ben François, bingo, il n'y a pas de cadence là. Donc c'est dans les culasses. C'est dans les culasses. De quoi provoquer de sérieux vertiges à nos experts. Pour François, en fait, t'as ta culasse qui est déformée. Ah ouais. On s'enfonce dans le drame. Il faudra beaucoup de patience, des nerfs d'acier et une gestion du stress à toute épreuve pour venir à bout de cette rénovation hors norme. Et je pense qu'il va falloir envisager, peut-être pas le divorce, mais tout au moins reporter le mariage. Pour souffler un peu, notre expert s'accordera une petite mise au vert en se rendant au Mans Classique. C'est un truc de dingue. Pour rencontrer le propriétaire d'une Bentley S4. Ah, on est escorté par la police française. Voiture mythique qui a marqué l'odyssée des Bentley Boys dans les années 20. François réussira-t-il son pari? Celui de rénover, remettre en route et livrer à son propriétaire cette légendaire Bentley S3 Continental. On a fait l'essentiel du boulot, reste le plus dur. Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Allez Nigel, allez. Allez, bravo Nigel. Ouais. Aujourd'hui, dans le container, il y a du lourd, du très lourd, mais au sens propre comme au sens figuré. C'est un symbole britannique. La marque commence elle aussi justement par la lettre B. B comme Bentley. C'est une Bentley Continental. Dévoilée à l'automne 1962, la Bentley S3 Continental sort quelques mois avant sa luxueuse sœur jumelle, la Rolls-Royce Silver Cloud 3. Mais la Bentley, c'est pour les businessmen qui veulent conduire et non être conduits. Elle est la synthèse parfaite entre l'héritage sportif de Bentley et le raffinement de chez Rolls-Royce, alors propriétaire de la marque. Sous le capot, on y retrouve le mythique V8 Rolls-Royce Bentley, 6230 cm3, 200 chevaux environ. Ce monstre équipera les Bentley jusqu'en 2020, tout simplement le V8 ayant eu la plus longue carrière de l'histoire. La S3 est reconnaissable par ses doubles phares avant répondant aux normes américaines. Sur cette version, ses optiques sont légèrement inclinées, gagnant le surnom de Chinese Eyes. À l'intérieur, cette Bentley est un véritable salon ambulant, idéal pour déguster un délicieux thé anglais. Mais encore faut-il pouvoir mettre la main dessus. Seuls 311 exemplaires de la S3 Continental ont été assemblés. Eh bien, une S3 convertible, c'est-à-dire cabriolet, j'en ai trouvé une. La belle anglaise cabriolet a de quoi faire tourner des têtes avec ses mensurations vertigineuses. 5,37 m de longueur, 1,89 m de largeur, poids sur la balance, 2,114 tonnes. La beauté de ses courbes lui donne une ligne élancée soulignée par les chromes. Ses 4 phares avant disposés obliquement lui confèrent un regard qui ne laisse pas de marbre. À l'intérieur, tout est confort et raffinement. Des sièges moelleux en cuir, une moquette épaisse au sol, un habillage intérieur somptueux mêlant le cuir et le bois, so British. Côté mécanique, c'est du lourd, avec direction assistée montée sur un essieu avant à roues indépendantes et des suspensions de type McPherson. Niveau freinage, c'est sécure, avec des freins à tambour à l'avant et à l'arrière,
sur un essieu rigide avec des suspensions à ressort à lame. Pour la motorisation, un bon gros V8 de 6 litres 2 de 205 chevaux à arbre à cames central, alimenté par 2 carburateurs. Vitesse maximum, 190 km/h. Elle m'a été confiée par un propriétaire qui tient comme à la prunelle de ses yeux, mais surtout qui doit s'en servir dans 3 mois précisément pour un mariage. Et il n'est pas question de louper le coche. Pour que cette Bentley soit restaurée dans les temps, le proprio a confié à notre expert une enveloppe de 25 000 €. Voyons maintenant ce que ce joyau de l'automobile vaut sur le marché. Cette Bentley S3 convertible, cabriolet, vaut jusqu'à 300 000 €. Et dans la gamme S, S1, S2, S3, chez Bentley, il n'y a pas moins de 18 versions différentes. Et la plus élevée cote jusqu'à 650 000 €. Niveau cote, la reine-mère des Bentley vaut son pesant de pudding. Et si vous voulez vous lancer dans l'achat de ce trésor de l'automobile, voici un précieux conseil à retenir. Il faut faire très attention à l'état des soubassements, à l'état du châssis. Parce que la voiture est grande, elle est lourde. Et comme en plus c'est un cabriolet, il n'y a pas de renfort sur la partie supérieure. Ce qui veut dire que le châssis supporte la totalité de la rigidité de la voiture. Il est donc fondamental qu'il soit en parfait état. Après cette recommandation, il est temps pour notre expert de passer au crible l'état de santé de la Bentley. Alors évidemment, cette Bentley, elle a l'air très belle comme ça. La carrosserie est plutôt en bon état, la capote aussi, l'intérieur aussi. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien en fait, on est plus dans la rénovation et la remise en route que dans de la restauration, certes. Mais dès qu'on se penche un peu sous la voiture, on s'aperçoit par exemple que l'échappement tient avec des morceaux de fil de fer. Ça, c'est pas très bon signe. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de boulot. C'est clair que ce fil de fer pour maintenir l'échappement, ça fait un peu désordre pour cette marque de prestige. Espérons que l'intérieur ne soit pas du même acabit. C'est royal. C'est un véritable salon roulant. On se croirait dans un paquebot. C'est confortable, c'est moelleux, c'est généreux, c'est luxueux. Un petit nettoyage global et ce sera parfait. Bonne nouvelle pour notre expert, l'intérieur est un véritable symbole du luxe britannique. Voyons maintenant ce que ça donne sur le plan mécanique. Le vrai problème, il est sous le capot. Car le gros moteur V8 a des soucis d'étanchéité et donc de refroidissement. Alors évidemment, pour un mariage, on roule en général à allure modérée, la voiture chauffe et il n'est pas question que pour ce mariage, dans 3 mois, on fasse un joint de culasse au moment de la sortie de la cérémonie. Donc il faut trouver absolument dans mes restaurateurs quelqu'un qui me prendra le chantier et surtout qui respectera le délai car le mariage est à une date fixe, bien évidemment. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour son élégante Bentley S3 Continental. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a David et Céline, artistes de la sellerie, incollables en carrosserie et en mécanique. Ils ne visent qu'une chose, l'excellence. Eric et son frère Lionel, c'est 36 ans d'expérience au compteur. Que ce soit Aston, Ferrari ou Jaguar, ils savent tout faire. Leur kiff absolu, restaurer des véhicules de légende. Et enfin, Manuel. Ce pur produit de la old school mécanique est toujours en quête d'authenticité et du travail bien fait, surtout si c'est une voiture européenne. Bon, chers amis, aujourd'hui dans le container, un petit joyau de la couronne. Un petit joyau de la couronne. Il faut dire que c'est une très belle voiture, mais c'est surtout une célèbre marque britannique, assez prestigieuse, qui a eu une belle histoire, notamment en compétition. Jaguar. Ça n'est pas Jaguar, Aston, ça n'est pas Rolls et ça n'est pas Aston. C'est pas une Rolls, c'est pas une Aston, pas une Jaguar. C'est pas une Vauxhall. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nos experts calent un peu en ce début de container. Il va leur falloir un peu plus d'indices après ce tour de chauffe. Nous sommes dans le début des 60s. Nous sommes dans une très belle et très grande et très luxueuse voiture convertible. Convertible, Convertible. très grande, très luxueuse. Et si je dis qu'en plus cette voiture est de ton année de naissance, alors là, l'année de cette magnifique voiture, c'est mon année de naissance. C'est l'année du millésime du siècle pour le Pinard. Donc c'est effectivement une très bonne année. Ça commence par un R ou par un B?
Fine déduction. Un convertible, Absolument. convertible, il n'y en a que 2. Là, on sent qu'Eric a déjà compris, mais en même temps, comment lutter quand quelqu'un a environ 50 ans d'expérience de plus que nous? Il est tout de suite dans le game, quoi. Nous, on peut pas suivre. Eric est sur la bonne piste. Faut dire que niveau culture automobile british, il en connaît un sacré rayon. Eh ben, c'est une Bentley. Ah, On est dans la voiture qu'on aime faire avec mon frangin et on aime ces voitures-là. Et puis c'est des voitures rares. C'est valorisant de travailler là-dessus. Notre expert a mis l'eau à la bouche à nos voraces de la restauration d'automobiles de collection. Reste à ouvrir le container pour découvrir ce joyau britannique. magnifique. Cette voiture, je ne l'ai jamais vue. Enfin, jamais. C'est une carrosserie spéciale, hein, Mullinaire quand même, donc non, ça claque. Hein. Donc c'est chouette de rencontrer une voiture pour la première fois. Ah, là, on est dans l'excellence pure. Espérons que cette première rencontre avec la Bentley ne se transforme pas en cauchemar, car François va se lancer dans le Diag. Le problème que cette voiture a, comme certaines effectivement continentales de cette époque, problème de chauffe-moteur. Problème de chauffe là-dessus, mon petit gars. Ça va de pas grand-chose à la catastrophe nationale. Il faut envisager un Britannique. déculassage par sécurité. Il faut déculasser. Bah, c'est peut-être plus prudent. Si le moteur chauffe, ce qui est sûr, c'est que sa carte bleue va chauffer également. Avec un capot qui s'ouvre en papillon, pour y accéder, c'est impossible. Donc là, je peux te dire que le boulot, les heures, ça va bien défiler. Il y a un autre petit problème, évidemment, c'est que je me suis aperçu que l'échappement tenait avec un fil de fer. C'est assez moyen pour un joyau britannique. Ouais, de la couronne. Ouais. Peut-être c'était pour dépanner. Mais, au moment quand ils ont eu l'échappement par terre, système D pour rentrer à la maison. Mais non, pas classe. Shocking. Le terme, c'est shocking. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelques vérifications d'usage à faire. Bien sûr, tant qu'on y est, on fera peut-être vidange, graissage, les niveaux, enfin les trucs habituels. Et donc après coup de la l'intérieur, vanne. l'extérieur, enfin il y a des choses Ça, à c'est faire. du nettoyage. Heureusement pour François, l'état de santé de cette élégante British n'a pas fait grimper le trouillomètre chez nos experts. C'est le moment idéal pour leur présenter le projet. Elle doit servir à une date très précise pour un mariage. Le mariage est dans 3 mois. Donc il faut que cette voiture soit remise en route, rénovée, checkée. Parce qu'évidemment, vous vous en doutez, si la voiture est prête la semaine d'après, c'est beaucoup moins drôle. Plutôt que de tergiverser sur les détails, il vaudrait mieux passer au chacun son tour. Car on sent que tout le monde trépigne d'impatience à l'idée de poser son regard aiguisé sur cette belle anglaise. Et c'est Eric qui se lance le premier. C'est une belle auto, ça. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est du chrome. Ça, c'est du... Regarde-moi ça. Il y a du matos, hein. Qu'est-ce que c'est classe quand même. C'est beau, hein? Très très belle. Faut que tu la prennes, celle-là. Elle est belle. Ok. Niveau carrosserie, Elle présente bien pour la mission qu'elle va avoir à remplir dans 3 mois. Ça suffit largement. Puis un nettoyage complet, intérieur-extérieur, évidemment. Enfin, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Cette Bentley mythique a tapé dans l'œil de tous les experts. C'est le moment rêvé pour lancer les enchères. David et Céline, vous me proposez combien? Oh là 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 là. Non mais là, tu te rends compte quand même que c'est juste une voiture où en gros, pour accéder au moteur, qui en soi n'est pas d'une grande complexité technique, certes, Non. mais pour y accéder, Faut tout étant donné, enlever. vu la carrosserie, que tu as un tiers d'aile gauche, un tiers de capot et un tiers d'aile droite, au niveau accès technique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et c'est une carrosserie en aluminium. Ouais. Donc si tu fous tes genoux là-dessus et tout, t'as bousillé toute la carrosserie. Ouais. À 10 000 € le tiers, ça me paraît correct. Ah ouais. Ah, toi, tu vas franco. On sait pas ce qu'il y a à faire sur ton moteur qui chauffe, donc si tu veux... Le Diag fait monter en température le radiateur interne de David. Du coup, les enchères commencent au plus haut avec 30 000 €. Et ça, c'est pas bon pour notre expert. Alors, Manu, à toi. alors honnêtement, c'est pas quelque chose pour moi. Je pense que c'est pas ta cam. Non, Donc, tu te retires. Ouais. God save the Queen. je laisse la place aux anciens. Personnellement, je dirais que ce serait plutôt ma tasse de thé. Je te dirais 25. On part non pas à l'aveuglette, mais on part comme d'habitude, parce que c'est à toi d'être capable d'envisager de ce que c'est que ce type de travail et rapidement de cerner quel type de problème on va rencontrer. Toutes les choses ont un prix et de toute façon, ça va coûter un peu d'argent. Il a dit 25 ? Ok. Ah, Je pense qu'Eric la veut vraiment parce qu'il a descendu de 5000 d'un seul coup. Quoi. Bah oui, 25 direct, il y va fort lui. Hein. Eric a donné le ton. De quoi lancer les hostilités avec notre duo d'amoureux pour la suite des enchères qui s'annonce, comment dire,
So British. 24. 24. 23. 24, 23. 23 quoi? 23. Free. Peut-être qu'il pensait que je parlais pas anglais et que j'allais pas comprendre. Et qu'il allait dealer directement avec François sans passer par moi, c'est possible. Je te dis 20. Qui Pas dit un de mieux? plus, pas un de moins. Qui dit mieux? 20. Eh ben moi, je vais te dire goodbye. Ah ouais. Ah ouais, là. Non, Marie-Lou. pas de regret. Bravo. Nous sommes appelés à une fois de plus collaborer Oh, et quel c'est pas une enfer. chose drôle, Quel mais enfer. on va le faire. Hein. Je suis ravi. Que ce soit mon fils, mon neveu ou mon frère, on adore bosser sur ces voitures-là. C'est une voiture prestigieuse, élégante. Puis on va se marier avec François. C'est quand même pas une mauvaise nouvelle. C'est donc Eric qui remporte le chantier pour 20 000 €. Si François parvient à respecter le budget alloué par le propriétaire de 25 000 €, il pourra se dégager un bénéfice de 5 000 € pour une prochaine restauration. Espérons que ce défi soit relevé haut la main pour que cette élégante anglaise arrive en grande pompe à l'église dans 3 mois. Premier jour de travaux, nous retrouvons la belle anglaise et ses 2 hôtes. Avant d'attaquer les hostilités, Eric et Will tiennent à adresser un petit message à l'absent du jour. Salut François. Salut François. Bon écoute, compte tenu du dossier qui est un petit peu lourd parce que c'est quand même pas, c'est pas une Mini, bien que c'est une voiture anglaise, j'ai peur que ça soit un peu compliqué pour le délai d'obtention des pièces. Donc il va commencer par démonter tout de suite. On va déployer un peu autour, capot, calandre, etc. Mettre tout ça à nu. Et puis on va vérifier pourquoi elle chauffe. Le problème donc, surchauffe moteur. Quand le moteur tourne, il chauffe. C'est simple, basique. Il faut donc le refroidir pour éviter toute casse moteur. C'est le rôle du circuit de refroidissement. Comment ça marche ? Le circuit de refroidissement est composé d'un thermostat, d'une pompe à eau, d'un radiateur situé à l'avant de la voiture pour récolter l'air extérieur, d'un thermocontact et d'un ventilateur. Lorsque le moteur est froid, le thermostat est fermé et va contraindre l'eau à circuler dans le moteur. L'eau circulera autour des cylindres et dans la culasse pour retourner vers la pompe à eau grâce à une canalisation interne au bloc moteur. Lorsque l'eau du moteur chauffe et passe la barre des 100 degrés, le liquide présent dans le moteur a besoin d'être refroidi. Le thermostat va s'ouvrir et va diriger directement le liquide vers le radiateur. Le liquide va ensuite traverser tous les faisceaux du radiateur. Les faisceaux vont refroidir le liquide avec l'air de l'automobile en mouvement. En cas d'insuffisance de refroidissement, le thermocontact disposé en sortie du radiateur va enclencher le ventilateur. L'eau refroidie va ensuite être redirigée vers le bloc moteur. Ça peut être quoi la pompe à eau? Un cœur qui s'ouvre pas, une pompe à eau qui circule pas, un radiateur qui est bouché. Ouais. Puis après, c'est les joints de culasse. D'accord. Le joint de culasse, c'est un joint qui assure l'étanchéité entre le bas et le haut moteur. Il permet la bonne circulation des fluides et des gaz à l'intérieur de celui-ci. Les joints de culasse n'ont jamais été faits depuis que la voiture elle existe. Elle a 60 ans. Donc je pense que les joints ils ont pourri. Ils ont pourri, ouais. Et tu as des gaz de compression qui passent dans le circuit de refroidissement et ça fait caviter la pompe, exactement. Donc on va la faire tourner sans démonter. Ok. Pour avoir accès plus facilement au cœur mécanique et au réseau de refroidissement, Will est rejoint par la queen du garage, Noémie. À eux deux, ils déposent le capot, le filtre à air et la calandre. Après ce démontage express, Eric revient aux affaires pour faire un point. Bon François, Wilfred a fait un peu de ménage, donc on va vérifier pourquoi chauffe ta voiture. On va partir du plus simple, quand je dis plus simple, je veux dire du moins coûteux, jusqu'à l'horriblement cher. C'est-à-dire qu'on va vérifier le calorstat, le radiateur, la pompe à eau et puis les joints de culasse. On va déjà vérifier s'il y a un calorstat parce que c'est pas sûr. Eric, en fin pédagogue, a décidé d'adresser à François un bon tuto dont il a le secret sur le fonctionnement du thermostat. C'est lui qui permet, en fonction de la température du moteur, de faire circuler le liquide de refroidissement pour éviter toute surchauffe moteur. Il s'agit d'un obturateur qu'on met sur le circuit d'eau. Et tu vois, il y a un clapet dedans. Ce clapet est fermé, maintenu fermé par un ressort. Et ici, on a un réservoir de cire. Cette cire va se dilater à chaud. Au fur et à mesure que l'eau chauffe, le clapet vient s'ouvrir pour laisser passer un débit d'eau de plus en plus fort. Et évidemment, à l'opposé, dès que ça refroidit,
le clapet se referme et on ralentit le débit. Voilà, donc je vais te le plonger dans l'eau chaude et tu vas assister stupéfait à l'ouverture et la fermeture d'un CalorStar. Ça y est, regarde. Voilà, tu vois, il est en train de s'ouvrir. Le circuit est ouvert, l'eau peut passer. Alors maintenant, je le sors de l'eau, on va le poser, on va le laisser refroidir. Et maintenant, on va le laisser se refermer. Et en fait, la régulation se fait entre 70 et 85 degrés. À 70 degrés, il est refermé. Et à 85 degrés, il est grand ouvert. Donc tu comprends bien que si ce système ne fonctionne plus et que ça reste fermé, l'eau bouillante reste dans le moteur, tu fais sauter un joint de culasse. D'où l'intérêt de le supprimer dès que le moteur se met à chauffer un peu trop. Après ce tuto d'une efficacité redoutable, notre expert a besoin d'une chose, checker le thermostat de notre belle anglaise. Et c'est Will qui est chargé de cette opération. Pour ça, il dépose la durite du radiateur de refroidissement. Alors, ça dit quoi ? Eh ben François, bingo, d'entrée de jeu, t'as gagné tout de suite. Il n'y a pas de CalorStar. C'est-à-dire que le circuit est complètement ouvert. Sur cette Bentley, l'absence de CalorStar permet un refroidissement permanent du moteur. Ça signifie que ton problème ne vient pas de là. Et donc, on a un problème plus compliqué. Bon, eh ben mon petit pote, on démonte ça. Et on enlève le radiateur. Nos experts creusent encore l'expertise pour savoir d'où vient cette fameuse surchauffe. C'est à coups de clé et d'huile de coude que Will dépose des durites d'arrivée et de sortie. Hélice, ouverture de la valve du liquide pour évacuer le contenu, démontage des fixations et du radiateur. Ça se passe très bon, parce qu'il a été refait il n'y a pas si longtemps que ça. Et tout neuf. Il n'y a pas de rouille dans les conduits. Ils ont rajouté un ventilateur électrique. Ouais. Ils ont enlevé le CalorStar. Ils ont tout fait pour essayer de la refroidir. C'est ça, et ça marche pas. Elle continue à chauffer, donc mauvaise nouvelle pour François. Nos experts ont beau avancer dans leurs recherches, cette anglaise se montre capricieuse. Et l'annonce risque de provoquer quelques hauts de cœur à François. Alors mon cher François, j'ai quelques nouvelles pour toi qui sont pas toutes très bonnes. C'est pas ton CalorStar, c'est pas ton Radia. Donc on va continuer. Prochaine étape, pompe à eau. Mais on s'enfonce dans le drame. En effet, ce début de chantier commence à ressembler à un mauvais remake d'une tragédie shakespearienne que seul Will peut réécrire. Toujours à coups de clé et de savoir-faire qu'il détend et enlève les courroies. La dynamo, la couronne et la pompe à eau. Oh le morceau là. Ouais, sacré morceau. Le problème, il n'y a pas de là. Hein. Elle n'a pas de jeu. Elle n'a pas de jeu. Elle a un léger jeu, mais c'est pas ce qui fait la panne. Hein. Tu vois, elle tourne bien. Donc c'est pas la pompe à eau. Non. Donc c'est pas la pompe à eau non plus. Ce problème de surchauffe non résolu attaque le moral des troupes. Espérons que ça ne soit pas communicatif quand François va découvrir les images. Bon François, comment te dire ça en essayant de te préserver, on enchaîne les mauvaises nouvelles. Donc, comme tu peux le voir, en matière de pompe à eau, on a de quoi faire. Hein. Ça relève de la turbine de centrale nucléaire. Pour que tu aies un ordre d'idée, regarde, hier j'ai fait la pompe à eau sur une pagode, une 280 SL. Voilà, tu as une idée de la différence. Donc tu comprends bien que ça fait circuler l'eau quand même. Voilà. Si la pompe est énorme, c'est parce que le moteur de notre Bentley est balèze. Un V8 de 205 chevaux, alors que la pagode possède un V6 250 chevaux. Il faut beaucoup d'eau pour refroidir le moteur de notre anglaise. Celle-ci fonctionnait, mais elle fuyait. Celle-ci fuit même pas. Donc voilà. Le problème, c'est pas ça. Le résultat final. On va pousser plus avant les investigations, donc on va déculasser. Nos as de la mécanique n'ont plus le choix. Va falloir sortir du lourd pour venir à bout de cette énigme. Et tout dépouiller. Et la liste est longue. Les carbus, la direction assistée, l'allumage, tout. Voilà. Tout. On dépouille tout. On va te dresser un portrait, ça va être long et cher. Très cher. Je me fie à notre expérience. Généralement, c'est un joint de culasse. Une culasse, ça sort pas comme ça. Il y a beaucoup de travail. Il faut déshabiller autour. Et puis, c'est pas parce que tu as déculassé que tu as trouvé la solution. Soit c'est un joint de culasse et c'est pas très grave. Soit on a une culasse d'abîmée, ou le bloc, ou n'importe quoi. Et là, on part dans des budgets dignes de la défense nationale. C'est sur cette mauvaise nouvelle que la première journée se termine. Espérons pour François que le délai de restauration ne s'allonge pas, car la voiture doit être prête pour un mariage dans 3 mois. Deuxième jour de restauration.
le problème de surchauffe de notre anglaise n'est toujours pas réglé. Espérons que l'arrivée de François porte chance à nos experts. Messieurs. Ah ouais. Ah oui, vous avez déjà bien attaqué, les gars. On a commencé le job. Hein, j'ai vu tes charmantes petites vidéos. Merci. J'étais pas parti à la pêche. Hein. J'étais en train de travailler. Je suis à l'aise. Ah, tu chasses maintenant? Non, mais sérieusement, on est parti du plus simple. C'est-à-dire qu'on a commencé par un calorstat, puis on est remonté. Et malheureusement, il faut bien se rendre à l'évidence. C'est pas la radia, c'est pas la pompe à eau, c'est pas le calorstat, c'est pas la circulation de flotte. Ça veut dire que ça chauffe parce que ça chauffe. Donc c'est dans les culasses. C'est dans les culasses. Ah, c'est pas la même. Sur le moteur V8 de notre Bentley, nous avons 2 culasses, une pour chaque banc de cylindre. La culasse fait partie du haut moteur, placée sur le bloc moteur, avec entre eux le joint de culasse. Elle ferme les cylindres et contient les chambres de combustion où sont logées les bougies d'allumage, ainsi que les soupapes d'admission et d'échappement. L'ouverture des soupapes est commandée par l'arbre à came central du moteur via des tiges qui vont actionner la rampe de culbuteur logée dans la culasse au-dessus des soupapes. Des conduits sont usinés afin de permettre une lubrification ainsi qu'un passage de liquide de refroidissement pour maintenir une température convenable et éviter sa déformation. La conception de la culasse est pointue afin de permettre un fonctionnement optimal du moteur. Et pour accéder aux culasses, ce n'est pas une mince affaire. On va continuer comme on a commencé, c'est-à-dire qu'on finit de dépoiler, c'est ce qui reste. La direction assistée, la pile d'admission, les carbus, l'allumage, démonter les arrivées d'essence, la tringlerie d'accélérateur, et puis normalement, on aura déjà bien libéré le moteur. La chose la plus compliquée, je pense, c'est l'ascension de la culasse. Bon, c'est parti, on démonte? Allez. Pour accéder aux culasses, Will se lance dans un démontage d'éléments mécaniques de fou furieux. Ça va bastonner grave avec purge et vidange d'huile. Je vois que tes analyses sont sur l'établi, sur la servante. Dépose de la direction assistée. De la diurite d'arrivée d'eau. Bobine d'allumage. Et faisceau électrique. Pendant ce temps-là, Eric décide de sensibiliser François sur le sujet brûlant de cette restauration. Je te précise que c'est un 4 cylindres Alfa Romeo et non pas un V8 Rolls. Oui, ça j'avais reconnu que c'était un 4 cylindres. Donc on a ici une culasse, ici un bloc moteur. Et le joint qui fait le lien entre les deux. Le joint de culasse, qui est le couvercle du bocal de cornichon. Je vais t'expliquer un petit peu quelle est la problématique du joint de culasse. C'est bien simple. On a au milieu ici les compressions, piston qui monte et qui descend avec la culasse, ça fait de la compression. Ouais. Les trous ici, les petits trous où c'est marqué un petit peu en rouille, c'est ce qu'on appelle les passages d'eau. Ouais. Pour le refroidissement du moteur. Ici, tu as les passages d'huile. Ouais. Pour que l'huile elle monte jusqu'à la culasse et qu'elle retombe. Et on a les trous réguliers ici. Ça, c'est qui ne sont pas des trous de bruyère. Oui, c'est les goujons de fixation. Ce sont les goujons du bloc moteur. Eric va maintenant expliquer les problèmes liés à un joint de culasse défectueux qui ne remplit pas son rôle d'étanchéité. Donc les problèmes qu'on rencontre, c'est soit de la compression qui passe dans l'eau. Ouais. Quel cas, ton circuit, tu sais, c'est des films américains. Ouais. La voiture, pouf, la durite explose, t'as un gros nuage de fumée, t'es sur le bord de la route. Dans l'autre sens, c'est pas la compression qui passe dans l'eau, mais l'eau qui passe dans la compression. Et auquel cas, ton moteur tourne en fumant blanc avec un gros panache derrière. Tu as sinon de l'huile qui passe dans les cylindres. Ouais. Et là, tu as déjà vu sur l'autoroute, les mecs qui roulent là, avec une voiture. Tu as un gros nuage bleu derrière. Voilà. Tu fumes bleu. Tu as de l'huile qui peut passer dans l'eau. Ouais. La fameuse mayonnaise. Et puis, et c'est un peu ce qui m'inquiète, et ça, c'est quelque chose qui ne change pas, qui n'altère pas le fonctionnement du moteur, mais on a parfois de l'eau qui passe dans les goujons. D'où blocage, rouille. Exactement. Voilà. La démonstration de notre expert est suivie avec attention par François, surtout quand c'est pour tenter de trouver une explication rationnelle au problème. Si tu regardes bien, tu vois, par exemple, ce goujon-là, ouais. Regarde celui-ci, comment il a commencé à s'attaquer par la rouille. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les kits de refroidissement sont anti-corrosion, lubrifiant et tout, et donc on n'a pas de souci. Mais
à cette bonne vieille époque, les mecs, ils rajoutaient de l'eau dedans. Hein. Et donc, tu avais de la corrosion qui apparaissait. Si par malheur, tu as de l'eau qui passe entre le passage d'eau et le boulon, et que ça rouille, si ton goujon, il gonfle, Ouais. il se bloque dans la culasse, t'es mort, tu sors plus de la culasse. Tu peux plus déculasser. C'est simple, sortir une culasse qui a des goujons qui sont grippés avec la rouille, ça revient à ouvrir un coffre-fort sans la clé. Ouais, donc c'est plutôt ambiance disqueuse et compagnie. C'est ça, voilà. D'accord. C'est assez complexe et il mérite qu'on s'y attache. On n'a plus qu'à attendre le verdict de ton fils, puis on va bien voir. C'est la boule au ventre que nos experts rejoignent Will, qui est sur le point d'accéder au cœur mécanique de la Lady. Ils vont l'aider à déposer la rampe des carburateurs. Hop. Tout de suite, on y voit plus clair. Là, on y est. Hein. On n'a jamais été aussi près. Je déshabille le coup autour. Et puis après, je commence à démonter la culasse. C'est un véritable chemin de croix pour Will. Accéder à ce moteur est une tannée. Il faut beaucoup d'huile de coude. Faire preuve de patience et de minutie pour venir à bout des collecteurs d'échappement, éléments permettant d'évacuer les gaz brûlés vers les pots d'échappement. Et pour finir, dépose du cache-cubuteur qui fait un peu de résistance. Alors, verdict? Putain, c'est un truc en liège. En liège. C'est toujours du liège à l'époque. Hein. Bah, ça a plutôt une bonne gueule. Non, Il n'y a a priori pas de traces de corrosion. Visiblement, Dame Nature n'est pas venue rendre visite à la Bentley. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais avec Eric, pas d'enflammade. Faut y aller step by step. On a fait l'essentiel du boulot, reste le plus dur. Voilà, ok. Donc ces moteurs-là de cette génération-là, c'était un arbre à cam central. Voilà, c'était pas en un fait, arbre à voilà. cam en tête. Si tu ouvres la trappe là, de Ouais, visite, d'accord. t'as l'arbre à cam qui passe au milieu, qui est entraîné par une chaîne au vilebrequin. Et ici, tu vois, tu as les tiges de culbut, Mhm. et appuie sur les culbuteurs qui vont pousser les soupapes. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est faire tomber les rampes de culbut, Ouais. les dégager, et ensuite desserrer la ribambelle d'écrou Ouais. qui tiennent la culasse. Ouais. Je te ferai remarquer gentiment qu'on a quand même eu beaucoup de mal à décoller le cache-culbut qui tenait avec 3 malheureuses vis. Ouais. Alors, les 18 ou 24 boulons qui tiennent la culasse, il y a un peu de boulot. Je pense que c'est pas raisonnable de s'attaquer à cette heure-ci. Ok. Surtout qu'en plus, Wilfried a une petite nature, il a déjà beaucoup travaillé. Ouais, je pense ouais. qu'il risque de craquer psychologiquement. Ouais, je pense que, ouais, Hein, il va pas tenir. Wilfried, il rigole pas, il abat le boulot. C'est énormément de travail. En plus d'être un travail ardu, c'est méticuleux, il faut faire attention, il y a un ordre à respecter, il faut rien casser en démontant. C'est très long. Effectivement, ça se traduit par un coût, parce que le temps, c'est de l'argent. Mais c'est bien que François le constate par lui-même. Eric a bien raison. Nos guerriers ont besoin de repos avant de croiser le fer avec les culasses. Allez, à demain. À demain, ciao les gars. Le lendemain matin, aux aurores, Eric et Will sont déjà sur le pied de guerre pour attaquer cette nouvelle journée de travaux. Bon, salut François. Écoute, on a parlé un peu avec Wilfried, on peut pas attendre. Je connais ton planning de ministre, c'est pas envisageable. Nous, il faut qu'on avance. On enchaîne parce que tant qu'on n'a pas posé de diagnostic, on peut pas commander les pièces. On peut pas se permettre de démonter puis d'essayer de tout traîner comme ça, d'autant plus que c'est des pièces qui sont rares et compliquées à obtenir. C'est un vrai sujet aujourd'hui, on a des pièces, on peut les obtenir en 48 heures ou en 3 mois. Je peux pas prendre le risque. Et puis Wilfried, il va continuer à démonter et puis sortir les culasses. Il va finir de dépoiler la culasse à gauche, il va déshabiller la droite et puis on va essayer de tirer dessus en espérant que ça sorte. Pour terminer cette mission entamée la veille, Will, le virtuose de la mécanique, entre en scène pour croiser le fer avec la Lady. Tout y passe. Dépose de bougies, rampe et tige culbuteur. Les tiges culbuteurs sont des organes qui servent d'intermédiaire entre l'arbre à cam en mouvement et les culbuteurs qui commandent les soupapes. Notre expert est méticuleux. Toutes les pièces sont bien répertoriées. Pour finir, il doit faire preuve de force et de patience pour venir à bout d'une vingtaine d'écrous. Une vraie tanasse. Bon, ça va, tu t'en sors? Ouais, c'est bon, elle est pas à sortir. On va voir là. Bon, on va voir si ça se décolle. Ouais, il n'y a plus qu'un. Bon, François, écoute, c'est maintenant qu'on va savoir si faut que tu casses ta tirelire une deuxième fois ou si on t'en a pris assez. Je vais filer un coup de main à Will, on va tirer dessus, on va essayer de la sortir. En espérant que la culasse s'extirpe sans difficulté, on croise les doigts. La culasse vient sans forcer.
C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Elle n'est pas grippée. François est béni des dieux de la mécanique. Alors, Vient ensuite la dépose du joint de culasse. Pendant qu'Eric nettoie le joint, Lionel, le frère d'Eric, vient renforcer la team pour le diagnostic. On voit qu'on a un mélange d'eau et d'huile déjà. maillot, Donc déjà, c'est qu'on doit avoir un problème de plan de surface de la culasse. Il faudrait prendre un machin pour nettoyer. On va nettoyer aussi la culasse et voir un peu si on détecte quelque chose d'important. Pour poser un diag poussé et précis, il faut cleaner au maximum la culasse. voilà. C'est moi qui passe. Mon côté bloc, elle est pas mal. Hein. Par contre, Ouais, on a un passage de flamme. ouais, là et là, là et là. En un coup d'œil, nos 3 mousquetaires ont détecté direct d'où venait le problème. C'est donc sans plus attendre qu'ils vont annoncer la nouvelle à François. Bon François, en fait, t'as ta culasse qui est déformée. Pour schématiser, imagine que ça, c'est ton plan de culasse. Et ben ta culasse, elle a fait comme ça. Voilà, elle s'est arquée. La plupart du temps, la déformation d'une culasse intervient après une chauffe moteur, qui peut être due à une fuite de liquide de refroidissement, à un thermostat défaillant ou à un radiateur de refroidissement bouché. Donc évidemment, au milieu, c'est plus étanche. On a la flamme qui passe entre la culasse et le joint, qui explique les brûlures qu'on a là. Et évidemment, avec la brûlure, Après, on a donc plein d'anomalies de fonctionnement. voilà, t'as de l'huile qui passe dans l'eau, qui explique la mayonnaise qu'on a eue. Il faut contrôler le plan de joint, de voir de combien elle est déformée. La nettoyer, puis la faire contrôler. Et en fonction de ça, la rectifier. On va retravailler le plan pour la remettre plane, et puis remettre un joint neuf pour que ce soit à nouveau étanche sur le col. Voilà. C'est pas très très grave, ça relève plus de l'usure du temps, avec peut-être une chauffe ou deux à un moment donné dans la vie de la voiture. Voilà, chauffer un peu, ouais. Mais elle a 60 piges. Voilà François, je te tiens au courant, on attaque la deuxième. Première culasse, checkée. Reste à ausculter la seconde pour savoir si cette jolie Bentley se transforme en chat noir. C'est encore et toujours Will qui se charge de la dépose de la deuxième rampe de culasse, avec toujours la même rigueur et application que pour la première. Notre expert est rejoint une nouvelle fois par son binôme de choc Je m'appelle le gentleman de la mécanique. pour la dépose de la deuxième culasse. Yeah. Vas-y. Elle a bougé, Là. elle a bougé. Ben voilà, tiens, regarde. Eh, Ouais, bah elle est pas encore sortie. tu verras. Un jour, tu sauras le faire, toi aussi. Jeune Padawan. Et cette fois-ci, Cette deuxième culasse est plus coriace que la première. attends. Nos experts vont devoir faire preuve de patience et de doigté pour mettre un terme à cette petite résistance. Il manque un peu de force, Claire. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est aussi ça une restauration en famille. Ça taille gentiment mais sûrement. Allez, c'est de bonne guerre. L'objectif étant pour nos experts de poser leur regard aiguisé sur le second joint et la deuxième culasse. Alors, verdict? Bon bah, C'est la même, voire pire. Hein. beau joint de culasse en loupe d'orme. Ouais. Hein. Ouais, c'est pire. Hein. Celle-là, elle a pris chaud, celle-là. C'est pour ça qu'on a eu plus de mal à l'enlever. Elle a bien cramé. Elle est noircie par endroits. Ah, regarde. Là, c'est l'adhésif qui a chauffé, qui colle, c'est normal. Là, tu as bien compris qu'en noircissant, c'est un peu moins normal. Et puis, on arrive, quand le métal il change de couleur comme ça, c'est qu'il n'a pas aimé le traitement. On voit bien les différents points de chauffe, les élévations de température. Tu remarqueras qu'autour des passages d'eau, il y a des gros points de chauffe qui sont dus à la flamme qui passe. Donc, écoute, hein, les deux culasses ont l'air à peu près intègres, il faut qu'on les fasse contrôler. Si on a ce qu'on appelle une crique, une fissure dans la culasse, un défaut de fonderie, nous, on ne peut pas s'en apercevoir. On va voir un motoriste, quelqu'un qui a des appareils de mesure, de contrôle, de rectification, d'usinage. On lui amène les pièces, on sait que lui va nous poser un diag sans appel. On va savoir exactement tout de suite si ça fonctionne ou si François peut reporter le mariage d'un an ou deux. Alors, on va les faire éprouver, hein, contrôler qu'elles soient planes, à peu près. Et puis qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas une qui soit fissurée, une crique. Mais on les a déjà pas coupées à la hache, donc tu t'en sors pas mal. Je vais prendre un rendez-vous chez mon spécialiste. Et dès que j'ai une date à te transmettre, bah, je te préviens. Rendez-vous pris. Les culasses vont donc partir chez le prestataire d'Eric pour une cure de jouvence. Espérons que les culasses ne soient pas fissurées, car sinon notre Bentley se transformera non pas en carrosse le jour du mariage tant attendu par le propriétaire, mais en citrouille. 13e jour de travaux. C'est à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine,
qu'Eric a donné rendez-vous à notre expert pour la restauration des culasses de la Bentley. Messieurs, Je te présente Jean-Sébastien. Bonjour. C'est lui qui va s'occuper de nos machines. Jean-Sébastien, c'est une véritable pointure dans le domaine des réparations moteurs. Culasse, cylindre, soupape, ce magicien de la mécanique ressuscite n'importe quelle pièce en fin de vie. Face à un tel pédigré, François ne perd pas de temps et décide d'annoncer direct la couleur pour les délais de restauration des culasses. c'est une voiture qui doit servir à un mariage. Et évidemment, du coup, je suis un peu coincé parce que Faut que ça roule. faut que ça roule pour une date précise. On va regarder ça. L'annonce de François n'a pas l'air de faire sourciller cet expert. Faut dire qu'il en a vu défiler des clients avec des demandes en tout genre. On voit qu'il y a eu des passages d'eau, là. Ouais. Avec les joints de culasse qui ont dû avoir des problèmes. Après une expertise rapide mais efficace, notre expert a déjà le plan de vol en tête. On va prendre les culasses, on va les passer en pression pour voir si on n'a pas de fuite. S'il y en a une qui a une crique ou un truc comme ça, ça va être beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'il va falloir envisager peut-être pas le divorce, mais tout au moins reporter le mariage. Effectivement, ça risque d'être compliqué de changer les plans et la date du mariage. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, messieurs, et laissons l'expert terminer le process qu'il va expliquer. On terminera par une étanchéité de soupape pour voir si tout est bien étanche au niveau des compressions. Et puis un surfaçage en finition. Et il sera temps de faire une facture et on pourra partir. Voilà. Ça, Eric, c'est dans l'idéal. Mais tant que notre spécialiste ne met pas les mains dedans, difficile de savoir comment va se terminer la journée. C'est sans plus attendre que notre trio de choc se rend dans l'atelier pour commencer la restauration de la première culasse avec Jean-Sébastien aux manettes. Contrôle la planéité à la règle. Oula, on dirait un sabre japonais. Ouais. Fais gaffe, parce qu'un katana, là, on va passer un mauvais quart d'heure, je te le dis. Si on n'est pas gentil avec lui. Que nos experts se rassurent, cet instrument est tout sauf une arme pour taper sur leur mimine. C'est un outil indispensable pour contrôler la culasse. Si la culasse n'est pas droite, avec un jour quelque part. Exact. Et plus il y a du jour, plus on est mal. Ouais, moi c'est bon. Eric essaie de désamorcer un éventuel scénario catastrophe. Jean-Sébastien, lui, reste concentré sur la culasse. Alors, ça dit quoi? C'est une cale de 5 centièmes Il y a un tout petit de passage. millimètre. Ouais. Ouais. Donc il y a un petit passage. Donc tu vas retirer un dixième. Un dixième. Donc là, on va retirer 1/10 de millimètre Oui. sur la totalité de la surface de la culasse. Exact. On peut faire ça combien de fois dans la vie d'une culasse? Si c'est une voiture moderne, ils n'autorisent pas les constructeurs à faire de surfaçage et de rectification. Donc, C'est pour ça que j'aime les anciennes. voilà. Sur les Donc, en gros, anciennes, on peut combien? en règle générale, le constructeur nous donne des tolérances de rectification. Ouais. On peut souvent descendre entre 3 4 dixièmes maximum. 2 millimètres. 2 Oui, oui, millimètres. bien sûr. Donc là maintenant, tu me la mets à l'épreuve. C'est-à-dire que tu me bouches les trous, tu Voilà. fais la pression et on voit si ça fuit. Exact. Avant la mise à l'épreuve de la culasse, Jean-Sébastien doit faire une préparation bien particulière. Je prends la culasse, je vais lui boucher les orifices nécessaires à la mise à l'épreuve. Parce que là, c'est pas compliqué. Hein. Ouais, mais il faut être méthodique, il faut être organisé. François décrit très bien le savoir-faire de notre spécialiste qui s'apprête maintenant à poser la culasse dans la machine à aspersion. Voilà l'instrument de torture. Je des plaques. vais boucher les arrivées d'eau Ouais. avec des petits tampons. Voilà. Donc là, il faut savoir dans tous les trous où sont Où sont où est l'eau les parce trous que d'eau. Je prends ma plaque plexiglas. Voilà. Ça va te permettre de boucher tout en voyant là où ça fuit. c'est Exactement. exactement. François regarde avec intérêt et attention l'installation de cette machine qui ressemble à un appareil de torture du Moyen-Âge. Ouais, effectivement, c'est bien écrabouillé, donc théoriquement, ça fait bien l'étanchéité. On va brancher notre circuit. Voilà. Pourquoi tu la mets dans l'eau chaude? L'eau chaude, c'est 70 degrés. Ça recrée à peu près les conditions d'un moteur Du en moteur. fonctionnement. D'accord. Des langoustines pour le déjeuner, moi, ça m'irait très Ouais, bien. mais là, tu as. C'est parti non pas pour une friture de langoustine, mais pour une mise à l'eau de la culasse. Donc là, je vérifie si on voit des bulles remonter ou pas. Pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Mais t'es nickel, là. C'est pas mal foutu ton truc, hein. On regarde bien si on n'a pas une fissure dans le passage d'huile. Non, c'est bien. Tout est bon. C'est un énorme ouf de soulagement qui résonne dans l'atelier.
La culasse est étanche, nos experts peuvent passer à la suite. Eh ben François, on a déjà sauvé une. Espérons que ce sera pareil avec la seconde, ce serait chouette. Même combat pour la deuxième culasse, avec une mise à l'eau toujours à 70 degrés. Et visiblement, ça commence à sentir bon. Pas de fuite. Pas de fuite, c'est bon, impeccable. Parfait. Allez, comme la première. Bon, bah écoute, hein, les deux sont bonnes. Jusqu'ici, tout va bien. De quoi enchaîner avec la suite des opérations. Hop. Le surfaçage. Le surfaçage ou rectification de culasse est une opération qui corrige le plan de joint afin que celui-ci conserve une surface bien plane. La culasse est bridée. Ouais. Donc là, C'est-à-dire que là, pour toi, elle est parfaitement plane. non. Ah. Je vais la contrôler, ma planéité par rapport à ma machine. D'accord. J'utilise un comparateur que je fixe sur ma tête de machine Voilà, d'accord. et je vais contrôler 4 points de la culasse, Comparateur qui a pour but de contrôler les hauteurs. les hauteurs, les différences que j'ai C'est ça. de hauteur dans la culasse. Je vais me mettre sur un 0. Voilà. Et là, je vais aller vérifier de l'autre côté si j'ai une différence. J'en ai une. Là, je suis à la même hauteur. Et là, j'ai 8 centièmes. D'accord. Donc là, ce que je vais faire, je vais caler ma culasse pour avoir les 4 points à la même À la hauteur. même hauteur. Et là, on pourra lancer le surfaçage. Pour avoir les 4 coins de la culasse à la même hauteur, notre expert place des cales. Je décale, tu vois, Ouais. 8 centièmes. Et l'autre, tu mets un dixième. Et l'autre, je vais mettre un dixième. Donc là, on a les 4 points de la culasse qui sont à la même hauteur. Voilà. Donc, on va pouvoir lancer le surfaçage. Pour cette opération, Jean-Sébastien utilise une surfaceuse. Je lance la machine. Voilà, c'est parti. La surfaceuse utilisée par notre expert, c'est une machine qui fonctionne un peu comme une tondeuse à gazon, sauf qu'elle ne découpe pas de l'herbe, mais du métal, sur quelques dixièmes de millimètre de hauteur. Là, Tous les endroits qui sont pas, entre guillemets, Blanchis, c'est blanchis, qu'ils sont creusés. c'est qu'ils sont déjà creusés. Voilà. C'est propre, c'est sec, ça fait pas un bruit énorme. donc là, on va essayer de faire une petite passe. Notre spécialiste repasse donc un deuxième coup de surfaceuse sur la culasse pour être bien raccord avec toutes les hauteurs. Là, c'est fait. Effectivement, ça a plus du tout la même dégaine. Hein. T'as vu si c'est beau quand même? C'est du vrai boulot. Hein. Non, c'est super. C'est clair que cette opération très délicate mais ô combien impressionnante donne à la culasse un aspect de pièce sortie d'usine, un vrai tour de force. Bravo, parce qu'on est tellement bien parti que tu es digne d'être un Bentley Boys. Tu sais ce que c'est qu'un Bentley Boys? Ah oui, un pilote Bentley de la grande époque des années 20. C'est ça. Et donc, il n'y en a plus beaucoup. Toi qui fais le malin, trouve un Bentley Boys avec sa voiture. Tu lances un défi? Bah, je te lance un défi. Cette journée se termine donc avec un défi de taille que devra relever François. En attendant, bonne nouvelle, les culasses ont retrouvé une seconde jeunesse et vont pouvoir rejoindre la Lady qui sommeille au garage d'Eric. Trois jours plus tard, c'est dans la Sarthe que nous retrouvons François au Mans Classique. C'est juste un truc de malade. Ce grand rendez-vous de prestige est le décorum de rêve pour tous les passionnés de course automobile. 200 000 spectateurs, 8500 voitures de prestige, 1000 pilotes et plus de 200 exposants. Encore quelque chose à ajouter, François? C'est un truc de dingue. Mission pour François aujourd'hui, relever le défi d'Eric. Trouver une Bentley Boy, voiture mythique des années 20, pilotée par des gentlemen fortunés, amateurs de sensations fortes. Première étape, récupérer Eric qui participe avec sa team au Mans Classique. Oh! Vous ici? Salut François. Mais dis donc les gars, qui est-ce qui s'occupe de la Bentley si vous êtes là? Personne, tu vas bien, on est tous là, on a autre chose à faire. Elle doit être triste si elle dort toute seule. Elle n'est pas toute seule. Elle est là-bas. Tu vois, on s'occupe de ça aujourd'hui. Toujours en voiture anglaise, ça change pas. Ouais, c'est ça, ouais. Les Anglaises robustes et puissantes, c'est ce qui fait vibrer le cœur d'Eric. C'est donc sur une Jaguar Type D que la team a cravaché dur pour la lancer d'ici quelques heures dans la mythique arène du Mans. On peut dire qu'ici, c'est un peu le royaume des Anglais. On va dire ça comme ça. Ils sont chez eux, c'est leur Chez jardin. eux. C'est sur ce jardin franco-anglais que François embarque avec lui Eric pour relever son défi lancé la veille. Je t'offre a cup of tea. À tout Hein. à l'heure.
dénicher une Bentley Boys. Il n'aura pas fallu attendre l'heure du thé pour tomber sur la perle rare. Reste maintenant à sympathiser avec le proprio pour s'approcher de la bête anglaise. Bon bah écoute Eric, je pense que ça y est, on a trouvé le bon modèle là. Hein. Bonjour, enchanté. L'heureux propriétaire de cette magnifique Bentley 4 de 1928, c'est Nigel, pilote émérite et grand passionné de Bentley. S'il est doté d'un tel joyau de l'automobile, c'est que cette Bentley 4 est particulièrement réputée au Royaume-Uni en tant que modèle emblématique de course britannique d'avant-guerre. Elle fut rendue populaire par cette phrase prononcée lors de sa conception par le fondateur de Bentley, Walter Owen Bentley, « There's no replacement for displacement ». En français, rien ne vaut la cylindrée. On est vraiment dans ce qu'on appelle les Bentley Boys, qui ont tout gagné ici. C'est une 4 litres et demi. Ouais. Presque la même voiture qui a gagné ici en absolument. En 1927. En 1927, oui. En 1928, en 1929 et en 1930. Au total, 5 victoires remportées par les Bentley Boys entre 1924 et 1930. La Bentley 4 scotche sur place François. Et pour exploser encore plus ses mirettes, rien de tel que l'ouverture du capot moteur avec Cherry on the Cake, une explication technique mais dinérique. Ce qui est très drôle, c'est qu'au départ, c'est un 6 litres et demi. Ouais. Ils ont coupé, ils ont enlevé 2 cylindres. 2 cylindres. De jeter. C'était déjà le downsizing à l'époque. Ouais, Voilà. downsizing, exactement. Le downsizing permet la réduction de la taille de la cylindrée d'un moteur sans pour autant en dégrader ses performances. On gagne au maximum, on allège Voilà. tout ce qui sert à rien. En d'autres termes, les constructeurs ont trouvé le moyen de compacter les moteurs tout en conservant autant de puissance que celle fournie par un moteur plus volumineux. Alors tu vois ce qui est drôle, parce qu'elles sont super hautes ces voitures. C'est parce qu'au départ, quand les voitures se sont mis à rouler tout fast, trop vite, la réglementation, ils ont limité l'alésage. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, Mais pas la course. Oui, c'est ça. Ouais, Et ouais. donc les mecs, ils se sont mis à faire des voitures, des moteurs de plus en plus haut. Et quand c'est devenu trop haut, ils ont inventé le turbo pour les remplir et les 4 soupapes par cylindre pour remplir. Cette Bentley 4 est inspirante. Elle fascine toujours autant nos experts, dont Nigel, le proprio, qui ne peut s'empêcher de partager son amour pour cette architecture mécanique. Il y a 2 systèmes d'allumage. Il y a donc des bougies d'allumage de ce côté, pareil de l'autre. Il y a aussi 2 magnétos sur chaque côté et un arbre à câble en fait. Comme quoi, on n'a rien inventé. Et ça, c'est en 1928. Les voitures de course des années 60, en fait, n'ont fait que reprendre des idées qui avaient déjà été appliquées avant-guerre. VMAX. 150, 160. Ce qui est déjà pas mal pour l'époque. Hein. Pour une armoire normande. Voilà. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand ils ont fait cette voiture, ils n'ont jamais rien gagné avec l'usine. Et il a fallu que des Bentley Boys arrivent avec leur argent. Oui, beaucoup de l'argent. Beaucoup de l'argent, ouais. Oui, Monsieur Bernato. Oui, Monsieur Bernato avait une fortune issue des diamants. Son père était un mineur de diamants. Donc il avait beaucoup d'argent dans les années 20. Et ils ont mis cet argent dans Bentley. C'est fantastique. Après cette belle anecdote sur la jeunesse des Bentley Boys, Eric est intrigué par un des éléments mécaniques de l'anglaise. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un pompe de vacuum pour l'essence. Ah oui. Mais à ce moment, on court avec des pompes électriques. Oui. Le réservoir est placé trop bas par rapport au... Quand la voiture est haute, Il faut le faire remonter. voilà, c'est une pompe à air et ils mettent de la pression dedans pour repousser l'essence. Ça, c'est très bon. Mais pour le fait du cours, ça ne livre pas assez de l'essence. Donc ils mettent des pompes électriques. Cette Bentley, c'est un peu la machine à voyager dans l'histoire des courses automobiles. Et s'il y a bien quelqu'un qui est conquis par cette caisse, c'est notre François qui a repéré un des atouts charmes sur cette anglaise. Et moi, ce que j'adore, c'est la mascotte de Calandre qui est juste exceptionnelle. Highway to Hell. Highway to Hell. C'est sur cette dernière phrase que François propose de faire une photo pour immortaliser ce beau moment et garder une preuve de son défi qu'il a su relever haut la main. N'est-ce pas, Eric? Bon, Le défi est relevé. bravo. Bravo. Bon, vous m'excusez,
Ouais, malheureusement, je dois faire une course. Hein. Moi aussi, j'ai une course. D'accord. Super. François, à plus tard. Le départ d'Eric est une aubaine pour François qui va taper l'incruste dans la Bentley, histoire de gratter un tour avec le proprio Nigel. Pourquoi s'en priver? Voilà, c'est le bonheur total. Hein, c'est le bonheur total de rouler en Bentley ici au Mans. Et tout le monde aime bien les Bentley. Et oui, tout le monde est passionné ici. Revenir ici presque 100 ans après, c'est extraordinaire. Ah, on est escorté par la police. La police française. La police française, monsieur. C'est magnifique. Ça y est, la Bentley 4 est fin prête pour prendre le départ. François tient à récupérer les sensations de conduite de Nigel avant de se lancer sur circuit. C'est comme une voiture moderne. Hein. Ça marche, ça freine, ça fait tout ça. C'est exceptionnel. Non, mais une voiture qui va avoir bientôt 100 ans, c'est exceptionnel. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on se fait un peu les muscles hein, quand même. Oui, mais c'est seulement que vous êtes en arrêt, c'est très dur. Mais quand on roule, c'est pas si mal. Hein. Bon, bah écoute, en tout cas, Nigel, un grand merci. Je vais me mettre sur le bord de la piste et je vais t'applaudir à chaque fois que tu vas passer. Je suis ton grand fan. Et je suis pour l'entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne. Moi aussi. Tu sais que je roule en taxi anglais. Et oui, Nigel, François est un puriste. Il aime les Anglaises. C'est donc dans les tribunes que nous retrouvons notre expert pour assister au départ de la Bentley 4 pour les qualifications de la course dans la catégorie des véhicules historiques des années 20. Ah, le voilà. Allez, Nigel. Allez, bravo. Nigel. Ouais. François termine sa journée avec plein de bons souvenirs qu'il n'est pas prêt d'oublier. Grâce à sa venue au Mans Classique, il a pu se refaire une santé et recharger les batteries avant de retrouver sa Bentley. « 30e jour de travaux. François rejoint Eric et la Bentley pour une nouvelle journée. Mais visiblement, il n'y a pas grand monde au portillon. Bah, ils sont où ? C'est le calme plat dans l'atelier. Notre expert a l'impression qu'Eric a joué les prolongations au Mans, à moins qu'il ne soit déjà en plein boulot. Hello, messieurs. Tiens, salut François. Ça va ? Ça va bien ? Ah bah du coup, t'es rentré du Mans quand même. Ah, moi j'ai réussi mon pari, je suis revenu. Pour une fois que tu gagnes un pari, il fallait que ça soit contre moi. J'ai pas de bol. Hein. Désolé. Ah ouais. Désolé. Avec ce pari remporté, François peut garder la tête haute et le menton vers les étoiles. Même s'il va falloir vite le baisser pour découvrir les 2 culasses totalement restaurées. Ouais, tout est prêt, les culasses, les soupapes sont taillées, les sièges, c'est rodé, c'est prêt à monter. Ça c'est cool. On a tout fait, regarde, et puis regarde ce qu'il t'a fait Wilfried. Ah ouais, ça c'est chouette. Hein, ça a vraiment de la gueule. Classe, hein ? Ouais, c'est classe. Voilà, c'est classe. On va te faire un moteur anglais aux petits oignons. Ouais. On va te faire bosser, chacun une culasse. Et moi? Non, c'est toi. Non, c'est toi et moi. Non, mais tu te doutes bien. Non, mais tu te doutes bien. C'est toi et moi qui bossons. Non, moi j'ai autre chose à faire, j'ai rendez-vous à la manucure. Avant la manucure, les gars, y a pas d'autre problème sur la voiture? Sujet du pot d'échappement. Bah oui, c'est quand même. Ah bah oui. Ah bah oui, il y a l'échappement. Heureusement qu'Will a toute sa tête. C'est donc en 2-2 que François enfile son habit de lumière et rejoint son équipe pour faire le point sur cette ligne d'échappement en carafe. T'as vu les trous sur le petit silencieux, regarde. Ah ouais, il a changé. Corrosion. Le fil de fer de jardinage. Ouais, c'est vrai qu'un pot d'échappement de Bentley qui tient avec un fil de fer, c'est pas la classe. C'est le problème des voitures de collection, quoi. L'échappement en acier, tu fais peu de kilomètres par an, que chaque fois que tu roules, ça condense. Au bout d'un moment, il n'y a plus de matière. Tu vois comment elle est pliée? On voit bien, on dirait du papier à chocolat, comment il est plié, le truc. Là, c'est vrai qu'il y a eu un gros progrès quand on a fait les échappements en inox. Parce que l'échappement en inox, là-dessus, c'est génial. Ça a été miraculeux. Et les mecs, ils n'en pouvaient plus. Tous les 3 ans, ils se faisaient un échappement en ferraille, alors que la voiture avait fait 2000 km, quoi. Et depuis qu'il y a l'échappement en inox, c'est fini. Donc celui-là, on va faire quoi? On va le changer, on va faire quoi? Il est en 3 parties, il y a 3 silencieux dessus. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que chez Bentley et Rolls, ce qu'on aimait bien, c'était le bruit feutré. Alors voilà, c'est ce que j'appelle le charme discret de la bourgeoisie. En fait, Rolls, c'est pas quelqu'un de. Enfin, Rolls Bentley, c'est pas des gens qui sont énervés par la performance. Ah, il y a une sonorité feutrée et rassurante. Voilà. Je sais pas si t'as vu, c'est un V8. Et il y a une seule sortie. Si la ligne d'échappement est en une seule sortie, c'est pour une bonne raison. Et pour l'expliquer, il y a The Spécialiste. En fait, t'as 2 collecteurs avec les gaz qui sortent 4 fois sur ce qu'on appelle un 4 en 1 qui viennent se recollecter sur un tuyau. Tu as le même de l'autre côté, on se retrouve avec 2 tuyaux en dessous, un 2 en 1. Et après, on part sur un pot de détente qui vient absorber les déflagrations, etc. Pour la totalité des 8 cylindres. Des 8 cylindres.
Généralement, on essaie d'avoir un diamètre important pour faire défiler très vite les gaz d'échappement. Alors, le diamètre n'est pas très très important sur ce modèle-là. Ce qui est très important, c'est qu'il se fasse oublier. C'est-à-dire qu'il soit pas sonore. Et puis évidemment qu'il aille jusqu'au bout parce que ça a quand même 2-3 fonctions en échappement. Relâcher les gaz d'échappement beaucoup plus loin. Ouais. Parce que sinon, c'est avec la turbulence. Ouais. Ça te revient dans les narines. Et il ne faudrait pas que la mariée vomisse. C'est clair que ça ferait des ordres avant d'entamer la cérémonie. D'où l'importance, messieurs, de régler ce problème d'échappement qui ne tient plus qu'à un fil. Après, il faut que ça devienne suspendu parce que mine de rien, il y en a 5 mètres de long. C'est fixé au moteur. C'est pas fixé à la carrosserie. Donc il faut que tu aies un amortissement type Silent Block. Exactement. Et cette explication limpide, Will et François se rendent sous la jupe mécanique de la Bentley pour checker la ligne d'échappement. Donc tu peux voir l'échappement est en 3 parties. Ouais. T'as le premier silencieux qui retient les flammes et t'as le deuxième en finition. Ouais. Celui-là on ne touche pas pour le moment. Qui a déjà été réparé d'ailleurs. Exactement. Mais celui-là est quand même beaucoup plus abîmé avec le gros pli qu'il y a ici. Donc tu as le collier qu'il y a ici. Ok. Les fixations, donc tu regardes bien, celles-ci, elles sont composées d'un ressort et d'un fil de fer tressé. D'accord. Alors le ressort, il est fait pour absorber au maximum tous les plus grosses vibrations. D'accord. Et la deuxième, une fois que le ressort est tassé, il supporte toutes les micro-vibrations. Ils sont encore en bon état, on va les brosser, on va faire un coup de beauté. Donc pour commencer, on va enlever le collier, juste ici, 2 vis. D'accord. Et la tresse qui le retient en haut. C'est parti pour la dépose du pot d'échappement avec François aux manettes. Pour ça, il commence à dévisser le premier collier. Tu serres là, non Non, là, je desserre. Non, c'est bon. Là, tu desserres maintenant. Ça va être peut-être un peu plus facile. Bon, sur ce coup-là, on va dire qu'on n'a rien vu. Allez François, on se reprend et on dévisse à nouveau le collier. Hop. Voilà. Hop. La première. Allez hop. La deuxième. La deuxième. Pour accélérer l'opération, c'est Will qui donne un coup de main pour finir la dépose du collier. La deuxième. Nickel. Donc là, hop, c'est bon, tu l'as eu? Ah ouais. Et de la tresse. Donc là, théoriquement, ça sort. Ok, fil de fer, tu le tires là-bas. Vas-y, je te tiens. Ouais, c'est tout bon. C'est nickel. Voilà, et celui-là reste en place. Il reste en place celui-là? Il bouge pas. Et là, parfait. La dépose du pot touche à sa fin. Eric rejoint ses troupes pour prendre le pouls de ce pot qui est littéralement en vrac. Bon, il est mort, hein? Ouais, il est mort, le pli, on peut pas rien faire. Il n'y a plus de métal, la tulipe est ouverte aussi. C'est découpé comme une boîte de conserve. Je pense que là, c'est direction la poubelle. Hein. Ça existe en neuf, ça encore ou pas? J'ai peur que non, je pense qu'on soit obligé de le refabriquer. Et pour ce qui est du chrome? Je pense qu'on va prendre un bout de tube en inox, qu'on va bien polir, tailler en sifflet. Et pour moi, ça sera parfait. Ouais, voilà, on a un petit peu de marge en termes de délai. Ouais. Pas tant que ça, non, mais d'où l'intérêt d'avoir pris un peu de marge. Bon, quoi qu'il en soit, on va aller remonter les culasses, parce qu'après, il va falloir les mettre en place. Les mettre en place. Ouais. Même si le trio magique a encore un peu de temps avant la livraison, faudrait pas trop traîner la patte. Il y a encore du travail. Il est temps pour François et Eric de se pencher sur le berceau du moteur, les culasses. Nous avons ici une soupape qui coule. Le problème étant que elle coule dans son guide, que ça c'est plein d'huile et que ce n'est pas étanche. Si on fait rien, l'huile coule le long du guide, dans le cylindre. Et finit dans le moteur. Ta voiture fume et bouffe de l'huile. Voilà. Donc, nous allons mettre un petit joint qui vient en serrer comme ça. Hein. Tu le mets sur ton truc. Ouais. Et là, on considère qu'ici, c'est étanche. Ensuite, tu viens mettre ça. Ça, c'est le premier ressort qui vient plaquer au fond le petit godet qu'on vient de mettre. La butée qui lui permet de se bloquer. Et, attention, tu mets ton second ressort. Parce que ce ressort-là, c'est celui qui fait bouger la soupape. D'accord. Et lui, ça rigole pas. Cette culasse est en aluminium et le ressort dans un acier parion retrempé. Si tu les mets en contact, tu bousilles ta culasse. Au bout d'une semaine, tu as le ressort qui va dans les pistons. Okay. Donc, en fait, c'est une surface d'appui. C'est elle qui fait l'appui et le beau temps. Après ce beau jeu de mots dont il a le secret, Eric enchaîne le remontage des ressorts des culasses. Nous mettons ce qu'on appelle la coupelle. Tu remarqueras qu'il nous manque quand même une certaine distance et que je ne vais jamais parvenir à la rattraper. Donc, il y a un petit outil spécial. Ça s'appelle un compresse-ressort. On vient appuyer l'embase de la soupape ici. Et ensuite, on vient visser de l'autre côté et ça va comprimer le ressort. Ah ouais, c'est bien. C'est super cool. C'est qu'une fois que tu as fait ça, ça devient un jeu d'enfant. Tu mets tes deux petites demi-lunes. Hop, voilà. Et maintenant, tu desserres, s'il te plaît.
Et voilà. Le seul souci, c'est que t'en as fait une, il y en a 16 à faire. Ouais. Et moi, ce qui me paraît dingue, Eric, c'est que tout ça, tout ce démontage, envoyer les culasses, remonter, tout ça, en fait, pour une déformation de joint de culasse. On avait 5 centièmes de jeu et la voiture marche plus. Elle a un truc qui roule depuis 60 ans. Bon, écoute, je vais pouvoir prévenir mon client qu'a priori, on devrait être à peu près dans les clous, tu vois. Alors moi, tu me connais, tant que ça roule pas, ça roule pas. On est d'accord. Mais on est dans le bon sens. Tout ce qu'on a démonté, là, faut le régler maintenant, parce qu'il y a des codes, des tolérances, et tout ça, faut que ça soit réglé aux petits oignons. Seulement quand ça sera fait, on pourra remonter tout ce qu'il y a autour. Puis, traiter cette histoire de pot d'échappement. Une fois qu'on a fait ça, on n'aura plus qu'à s'occuper des dragées. Ouais, c'est moins compliqué. Il reste donc encore une bonne dernière ligne droite à nos experts. Merci Eric. Allez, à plus tard. bientôt. Ciao, ciao. Pour finaliser cette Bentley, histoire que la mariée rejoigne son prince charmant à bord de ce beau carrosse. Ça y est, c'est le grand jour, celui de la livraison. Pour l'occasion, le propriétaire de la Bentley a récupéré François pour se rendre au garage d'Eric. À l'intérieur de l'habitacle, il y a comme un parfum d'impatience et d'appréhension. Bon alors Jean-Marc, t'es content de pouvoir aller enfin voir ta voiture? Ah oui, j'espère que ça s'est bien passé. Écoute, j'aurais mis un peu la pression pour qu'elle soit prête pour le mariage. Je vais pas m'expliquer que si les mariés venaient en kangou, c'était moins sexy. J'espère que la voiture est prête. Après un court trajet fort sympathique passé ensemble, François et Jean-Marc, le propriétaire, arrivent enfin à bon port avec un service d'accueil de renom. Alors, hop, on va aller voir la bête. Enfin. Bonjour, donc, enchanté. Eric, Bon. Wilfried, et donc ta voiture. Elle ne chauffe plus. C'était l'essentiel du travail, mais il y a eu beaucoup de choses à faire autour. Ça a été assez compliqué quand même. Hein. C'est vrai qu'elle chauffait, même au ralenti. Hein. On ne pouvait pas la déplacer en quelque chose à chauffer, mais elle avait quand même pas mal trinqué. Hein. On avait les deux culasses qui étaient déformées. Il a fallu taper un peu dedans. Et puis, elle n'avait jamais été démontée depuis 60 ans, cette voiture. Alors, on a tout fait, même le pot d'échappement, tout est fait, parce qu'il était un peu cuit quand même, le pot d'échappement à l'arrière. Il traînait un peu par terre, il était fatigué, on va dire. Il y a eu plus de boulot qu'il devait en avoir. Oh, non, parce qu'on a toujours prévu. Ce qu'il y a, ça s'est pas passé aussi simplement qu'on l'espérait. La Lady a en effet donné pas mal de fil à retordre pour la dernière ligne droite de la restauration, avec montage des joints de culasse, de la rampe de culbuteur, des collecteurs, de l'allumeur, passage des fils d'allumage, de la pipe d'admission, pose de la pompe à eau, remontage du cache-culbuteur, et pour finir, pose du silencieux flambant neuf. Bref, un travail titanesque qui a de quoi mettre un sérieux doute sur le budget. Le budget a été quand même respecté. Comme d'habitude, explosé. Pas de souci. Je m'y suis engagé. On a fait ce qu'il fallait et le budget a été respecté. Le budget a été respecté. Oui, bon, tout à fait. Écoute, c'est génial. De toute façon, s'il y a un dépassement de budget, il est pour François. Voilà, comme toujours. D'accord. On peut le dire comme ça. Que Jean-Marc se rassure, le supplément dont parle Eric, c'est une bonne table aux frais de la princesse François. Je pense que vous allez pouvoir tranquillement aller jusqu'à l'église. Ce qui se passe après l'église, c'est plus mon problème. D'accord, hein. ok. J'aimerais autant que ça se passe bien après aussi. Ouais, mais si ça chauffe Voilà. après. Ouais, si ça chauffe à tous les sens du terme. Ouais, non, c'est ça, d'accord, voilà, ok. voilà. Non, c'est compris. On va peut-être l'essayer quand même. Ça peut être pas mal. Bon, alors qui y va? Eh ben, écoute, je vais prendre le volant et puis vous allez monter avec moi. On va On faire va un faire tour, ça. hein. On va faire ça. Avec plaisir. Et puis on va peut-être le faire à la bébelle. On va mettre les gants. Ça peut être pas mal. Voilà. La classe. Qui c'est qui joue le rôle de la Allez, mariée? François, on va Allez. faire la mariée. Bon. Pour tester sur route la Lady, rien de tel qu'une bonne répétition avant la grande cérémonie. Moi, je vais faire la mariée, t'inquiète. Bah justement, oui, ça nous inquiète. Mais avant de s'enflammer et d'épouser le bitume, faut démarrer la bête. Allez. Gaz.
Ça faisait un moment que je n'avais pas tourné. Hein. J'avais pas entendu ce bruit depuis un petit moment. Hein. Si les oreilles du propriétaire frétillent avec cette belle mélodie mécanique, elle tourne mieux qu'avant. Je suis vraiment content. C'est grâce au savoir-faire de nos experts qui ont passé au peigne fin l'état de santé des culasses qui étaient en carafe. Grâce au surfaçage, les culasses ont retrouvé une seconde jeunesse. De quoi mettre en éveil tous les sens de la Bentley et de ses occupants pour le rouling. Ah François, c'est confort? Ouais, tu peux m'appeler Madame la mariée, s'il te plaît. T'as pas le voile encore. Ça va Françoise? Oui, Françoise va bien. Même si Eric est un brin chambreur, il garde toujours un œil sur un élément du tableau de bord qui avait causé tant de problèmes à la Bentley. Bon, alors ce qui est important, c'est de surveiller la température. Ouais, bah, c'est ce que je regarde, hein, ouais, regarde. Voilà. Impeccable. Pour l'instant, on est dedans, on est bien. Pour l'instant, ça va. Et si vous accélérez, hop, elle descend tout de suite en température. Dès qu'on accélère, elle redescend. Et que la pompe à eau fait bien son travail. Exactement. Ouais, ça, c'est bon signe. La pompe à eau a un rôle important dans un circuit de refroidissement, car elle permet de bien réguler le débit du liquide de refroidissement afin d'éviter au moteur de chauffer. De quoi rassurer le propriétaire qui reprend plaisir à rouler à bord de sa belle anglaise. Ah, je suis super content. Vraiment, vous avez fait du bon boulot. Merci. Merci. Je suis content de la reprendre comme ça. On va pouvoir rouler avec, faire ce fameux mariage. Ah, je respire enfin. Ça va, on est un peu en avance, nous, même. On a respecté le délai. Ouais. Si jamais Jean-Marc est satisfait, il vous enverra quelques dragées. Ouais, vous viendrez au mariage. Ah bah alors là... Vous viendrez prendre le vin d'honneur. Alors là... Avec plaisir. C'est sur cette belle invitation que nos experts pourront se retrouver dans quelques jours pour la grande cérémonie des mariés. François a honoré son engagement auprès du propriétaire qui lui avait alloué un budget de 25 000 €. Il se dégage donc un bénéfice de 5 000 € qu'il pourra réinvestir dans un prochain projet. Quant à Eric et ses équipes, ils ont réussi un exploit, celui de restaurer ce diamant de l'automobile en moins de 3 mois. Bravo à tous.